Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir à la librairie Sorens Marianne Chaillan pour la sortie de son dernier essai Survivre aux éditions de l'Observatoire. Marianne Chaillan, vous êtes professeure de philosophie à Marseille. Vous êtes aussi la plus pop des profs de philosophie et cela me plaît beaucoup. En effet, vous n'hésitez pas à convoquer, en plus de la philosophie, la littérature, la musique, le cinéma et les séries, la pop culture en somme, ce qui fait de vos livres des ouvrages de référence, vivants, accessibles et d'une grande clarté. À ce titre, je vais en citer quelques-uns. Harry Potter à l'histoire de la philosophie, 2 essais consacrés à Games of Thrones, Où donc est le bonheur, qui a eu le prix essai France Télévisions 2022, hein. C'est bien ça. À la folie passionnément, écrire sa vie et aujourd'hui survivre, où vous nous proposez une réflexion sensible et intime sur notre rapport à la disparition et à la perte. Pour commencer, je voudrais insister sur votre capacité à mettre des mots sur ce qui est si difficile à dire, à exprimer, lorsqu'il s'agit de parler de la perte, de la rupture ou de la mort. Est-ce à dire qu'il faut avoir le cœur brisé ou avoir fait l'expérience de la perte pour pouvoir en parler? Alors, que dire à l'âge qui est le mien que j'ai eu le cœur brisé et que j'ai fait l'expérience de la perte, c'est une évidence, je l'ai faite. Je pense que je ne suis pas la seule. Il y a celle que j'ai vécue, il y a celle que je redoute. Et c'est autant pour les premières que pour les secondes que j'ai voulu écrire ce livre, en me demandant... moi, j'ai toujours eu peur des pertes, au pluriel, à venir. Les douleurs, de la séparation, de toutes les séparations. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la philosophie? Je l'ignore. En tout cas, on dit, vous savez, que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc je me suis dit, il serait temps quand même, à l'âge qui est le mien, que j'explore la philosophie pour voir si elle nous apporte des réponses à ces questions-là. Et voilà, ça a donné Survivre. Merci d'être venu ce soir déjà, pour vous le dire, parce que je me suis dit, j'arrive de Marseille, là, et je me suis dit, mais il n'y aura personne avec un temps pareil. Et même moi, sous cette pluie battante, là, je sors de cours, je monte dans la voiture, j'arrive. Bon. Alors j'espère que je vais justifier votre déplacement pluvieux. Pardonnez ce démarrage qui est en démarrage d'installation. Je suis très heureuse d'être là et de parler de ce livre qui m'est très cher parce qu'effectivement, il touche une question qui me hante depuis toujours, qui m'a frappée, qui me hante à nouveau encore. Dès le début de votre livre, nous percevons très vite que nous sommes des êtres déchirés face à la perte. Je vous cite, en fait, « Cette pensée de nous comme Sisyphe humain, œuvrant à peu d'années pris dans une spirale absurde, tantôt m'insuffle avec une immense et urgente soif de vivre, tantôt me livre à l'angoisse ou à la colère. » Oui. Comment pouvons-nous faire face à ce sentiment paradoxal, ce dilemme? Je suis sûre que vous partagez comme moi, non? Alors, soit on est dans l'évitement de la pensée, et quand on ne parvient plus à l'éviter pour diverses raisons, ben, il y a des moments où on a assez de force en soi et d'élan vital pour que cette pensée de la finitude, de l'absurde, déclenche en nous une espèce de résistance vitale et de vouloir survivre. Et il y a des moments où on a juste envie de s'asseoir par terre et de pleurer, ou pire encore, devant cette règle du jeu totalement unique, absurde, que tout ce à quoi on va s'attacher nous sera arraché. J'évoque dans le livre, je ne sais pas si vous avez déjà lu un ouvrage que j'ai pu écrire, dans un livre qui s'appelait « Où donc est le bonheur ?» que vous avez évoqué. Je raconte une scène, parce que mes livres aussi sont vraiment des chemins que j'emprunte, à la fois comme professeure de philosophie, comme lectrice, mais comme enseignante aussi. Et dans Où donc est le bonheur, il y avait une jeune fille qui était venue me trouver à la fin d'un cours en me disant un peu ça, à quoi bon quand on voit cette règle? À quoi bon travailler au lycée? À quoi bon si un jour je vais perdre mes parents? Et à quoi bon si je vais perdre les gens que je serai amenée à aimer? C'est une sacrée question quand même, à quoi bon, non? Et pareil, dans l'introduction, j'évoque ça, et j'évoque quand j'étais allée présenter à la grande librairie l'ouvrage précédent, Écrire sa vie,
Augustin Trapenard nous avait posé comme question d'ouverture, cette question redoutable, à quoi bon, quoi, hein, qu'est-ce qui donne du sens à l'existence? Vu que je pense très souvent à ce côté que nous sommes perpétuellement amenés à rouler notre rocher qui dévale tous les matins, le sens, moi je voyais plutôt la direction et elle n'était pas très réjouissante, quoi. Le trou de la tombe, donc je me disais qu'est-ce qui donne du sens? Et tout ce qui donnera du sens en plus nous sera arraché, c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire que ce qui donne du sens aujourd'hui, demain nous sera arraché, il faudra trouver autre chose. Du coup, survivre au sens premier du terme, je trouve que c'est vraiment notre... Vous allez penser que je suis très dépressive, on est vendredi soir, il pleut. Vous pensez ça que je suis dépressive? Lisez mon livre, parce que en fait, là, non, mais je suis d'accord avec vous. Là, en fait, je suis en train de faire mes premiers chapitres. Un chapitre assez déprimant, hein. Mais j'essaie de, et je le trouve, c'est-à-dire que le titre, je ne l'ai pas pris au hasard, c'est que j'entends deux choses dedans. Cette première exigence que j'évoquais, c'est-à-dire tenir debout, malgré l'absurde, comment on survit en fait? Comment on survit à la perte des gens qu'on aime? Et en fait, j'ai entendu qu'il y avait deux mots dedans aussi. Il y avait survivre, vivre intensément, et notamment ce témoignage que vous me faites à la mort de votre père, ça m'évoque une phrase de Simone de Beauvoir. Bon, je ne vais pas la chercher, mais ce sera maladroit. À la mort de Sartre, elle dit sa mort nous sépare, ma mort ne nous réunira pas. Elle n'est pas croyante, mais elle ajoute, un peu comme vous, c'est déjà beau que nos existences aient pu si longtemps s'accorder. Et oui, mais pour en arriver là, à votre force, je dirais, il faut avoir été capable de saisir ces instants que vous avez eu la chance de partager avec votre père. Et trop de gens, moi inclus, hein, par moment, on est dans une espèce de ça va de soi, ce qu'on possède, la présence de nos êtres aimés, la santé. Là, vous voyez, c'est honteux ce que je vais évoquer, mais cette semaine, j'ai fait l'épreuve de la douleur juste à cause des dents. Douleur minimale, mais tout de même douleur. Et je me suis dit, tiens, vraiment, mais ça me mine le moral complet. Enfin, vous avez fait, je suis sûre, l'expérience de... Et je me suis dit, mais quelle ingrate je suis de devoir faire l'expérience de la douleur pour me rappeler à quel point la santé, pour jouir de ma santé. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment en passer par là pour jouir de ma santé? Il serait bon que je lise un livre de philosophie qui m'apprenne qu'il faut survivre à chaque instant et jouir de la vie sans attendre. Car ça rôde, mais ça frappera. Ouais. Tout à fait. Au cours de votre réflexion, vous évoquez ce grand penseur qui est Albert Camus. Ouais. Je crois que vous aimez beaucoup, hein, parce que souvent dans tous vos livres, ça revient, enfin il revient. Et vous mentionnez votre intuition que Camus connaît un secret. Oui. Qui réconciliera l'amour de la vie et sa cruelle règle du jeu. Oui. Alors, quel est donc ce secret, Marianne Chaillon? On va droit au but alors. Alors, si vous me permettez d'être... Je ne sais pas du tout combien de temps on a, hein, alors je développe un peu les réponses. Oui, ok. Parce que là, je pense que, pressée par votre question qui a envie, je le comprends, de lumière par ce temps pluvieux, elle va direct dans les chapitres, les chapitres joyeux là, du livre. Avant d'arriver à Albert Camus, je parle d'un autre Albert, qui est Albert Cohen, et j'ai l'impression que c'est deux auteurs auxquels je reviens sans cesse. C'est les deux... On me pose souvent cette question, non, si vous étiez sur une île déserte, qui vous emporterait avec vous? Probablement, moi, ça serait Albert Cohen et Albert Camus. Mais Albert Cohen, il est plutôt du côté de ma pente. Vous avez peut-être lu Le livre de ma mère. En tout cas, vous connaissez ce livre qu'il écrit pour parler de la perte de sa mère. Il y a aussi un très beau livre qui s'appelle Les Carnets, où il parle de la perte de Marcel Pagnol. On en parle peu, mais la perte d'un ami, c'est redoutable aussi. Et bon, quand je lis, moi je ne peux pas les lire. Enfin, je les lis, mais je ne peux pas les lire vraiment. C'est-à-dire, j'ouvre, je lis 2 pages, je me fais une crise d'angoisse, je ne peux pas vous lire. Voilà. Mais quand je lis ça, j'ai l'impression qu'en fait, il dit cette espèce de... Il dit les choses, quoi. Et puis, il y a Albert Camus. Et quand j'étais plus jeune, que je faisais un mémoire aujourd'hui on appelle ça un Master 2 de philosophie, j'étais déjà complètement habitée par cette question de la perte, comment faire. Et je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, enfin moi je vois un paradoxe d'adresser cette question à Albert Camus, parce que Camus c'est quand même celui qui parle de Sisyphe, du mythe de Sisyphe, qui dit qu'on est
qu'on est voué à l'absurde. Pourquoi je me suis tournée vers Albert Camus pour lui dire, alors Albert, dis-moi, comment on fait pour vivre? C'est vrai qu'il dit quand même qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, mais on aurait pu imaginer quand même un auteur plus... voilà. Et je pressentais qu'il y avait chez lui quelque chose, et je crois que c'est vrai. Je fais dans le livre, je fais un retour à Camus, je cite Camus, c'est une lecture très personnelle, qui n'a aucune prétention académique, universitaire. Mais vous connaissez cette phrase de Camus où il dit qu'il porte en lui un été invincible. Et tous les textes dans Nos ou dans L'été, où il parle de cette vie sensuelle, quand Meursault ne pleure pas à l'enterrement de son père. Ah, de sa mère, pardon, du lapsus, mais évident du coup. Quand Meursault ne pleure pas à l'enterrement de sa mère. Et quand on lui fait procès de cette affaire-là, d'être un mauvais endeuillé. Mais peut-être c'est aussi quelqu'un qui a accepté la règle du jeu de la vie. Et vous voyez, quand on voit l'étranger, si vous vous rappelez Meursault, c'est un homme qui est tout entier dans l'instant, dans la vie sensuelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez les pages des bains avec Marie, ce rapport au soleil qu'on retrouve chez Camus quand il parle de Tipasa. Et donc, si je me rappelle la question de départ, je pressentais qu'il y avait dans les textes de Camus à la fois cette douleur qui provient de la lucidité face au caractère de l'existence. Camus ne peut pas, et hélas moi non plus, je n'ai pas cette grâce de la foi, peut-être que vous l'avez. Moi je ne l'ai pas, et du coup le vertige de la tombe est vraiment vertigineux. Et face à ça, eh bien, finalement, chez Camus, il y a cette idée que, sans se voiler la face sur le caractère tragique de l'existence, on peut imaginer Sisyphe heureux par un retour, autant qu'on peut, on ne peut pas toujours, mais autant qu'on peut, à une forme d'immanence, de vie sensuelle, d'habiter l'instant, de ne pas le laisser échapper, et d'acceptation de la règle du jeu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, merci. J'étais en cours ce matin à 8h. J'ai fait 5 heures de cours. Voilà, il faut être bienveillant. Justement, Albert Camus, dont je faisais référence dans Nos à Tipasa, vous évoquez la plénitude de la vie. Et Albert Camus fait référence à tous nos sens éveillés, par la chaleur, la clarté du soleil, le sel de la mer, la douceur du sable. Et je me disais, ne serait-ce pas cela, en fait, survivre, placer l'éternité finalement dans l'instant. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Il le dit à un moment donné, il dit mon royaume est de ce monde. Je le cherchais et il était là. Vous avez dit une phrase là qui est importante et qui m'échappe tout d'un coup. Redites-moi. Ne serait-ce pas, placer l'éternité dans l'instant. Voilà. C'est-à-dire qu'on et j'ouvre un chapitre, le chapitre sur Camus, je pense. Oui. J'ouvre le chapitre sur Camus par un récit. C'est un livre où je raconte beaucoup d'histoires. C'est pas que j'ai besoin de me confier particulièrement, c'est que j'ai vraiment envie d'incarner la philosophie, pour moi en tout cas, telle que je me suis tournée et telle que j'espère la pratiquer. C'est pas discipline théorique, académique, on va être content de s'exciter sur une traduction d'un mot au paragraphe 150 en allemand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quel intérêt, quoi. Bon, probablement il y en a, mais ce que moi j'espère dans la philosophie, c'est qu'elle puisse nous aider à vivre. Et qu'est-ce que je voulais dire au début? Que j'ouvre du coup le chapitre par une anecdote personnelle. Où, c'est le moment où je rédigeais mon mémoire sur Camus. Et je vais en Allemagne rejoindre quelqu'un dont j'étais amoureuse. Et je me rappelle cette pièce, je me rappelle les fenêtres, Et à ce moment-là, est-ce que c'est parce que je travaillais sur Camus? Est-ce que parce que j'étais amoureuse? Est-ce que parce que du coup, le fait d'être amoureuse me faisait habiter l'instant? J'ai observé ce qui m'entourait et j'ai senti que ce moment-là, je l'emporterais avec moi et il serait pas emporté par le temps. Et de fait, je sais pas si ça vous est arrivé, comme on dépose dans un livre des feuilles qu'on peut arracher aux arbres et qu'on conserve, il y a peut-être des instants qui, bien qu'ils nous aient échappé, continuent de vibrer en nous une sorte de présent perpétuel. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dans des textes de Camus, cette idée-là que, encore une fois, on y revient, mais une certaine manière d'habiter l'instant. Vous l'avez. Moi, j'ai pas que ce souvenir, j'en ai plusieurs, des souvenirs où, j'imagine que c'est ça aussi dont parle Proust quand il nous parle de réminiscence,
mais des choses qu'on porte en nous, qu'on croit avoir perdues, et en fait, on les porte en nous. Bien évidemment, Marianne Chaillan, votre réflexion amène à penser au temps, Oui. À notre rapport au temps. Hein. Ceux qui voient le temps comme destructeur ne seraient peut-être pas assez dans la vie. Mais comment ne pas être affligé par ce temps qui passe si vite? Quelle attitude devrions-nous adopter par rapport au temps, face au temps? Alors, ce qui est très drôle avec ce livre, et je démarre avec vous, donc je suis tellement heureuse de rencontrer des gens qui ont lu mon livre. Je pense que vous êtes la première lectrice que je rencontre parce qu'il vient quasiment de paraître, donc c'est là. Mais pour tout vous dire, pour vous dire la vérité, vous aussi vous l'avez lu? Ah, génial! Bon, vous me direz alors. Moi, je vais vous dire un paradoxe de ce livre qui est fou, c'est que j'ai fêté l'anniversaire de ma mère le week-end dernier, et il y avait une amie à elle qui m'a dit qu'elle le lisait et qu'elle avait eu le malheur de perdre un enfant il y a quelques années, et qu'à l'occasion de cette perte, certains lui avaient donné des livres à lire pour y trouver des consolations, et que ça n'avait pas du tout marché. Et elle m'a dit, et ton livre me fait du bien. Et le paradoxe de cette affaire, c'est que je me demande comment j'ai pu produire un livre qui fasse ça, alors que je suis moi-même terrifiée. C'est-à-dire que quand vous me posez la question comment on fait face au temps qui est destructeur, pas plus tard que ce week-end où j'ai fêté l'anniversaire de ma mère, je suis angoissée du temps qui passe. Je veux dire, je suis angoissée en permanence, je vis le temps comme destructeur. Et donc, en fait, j'avais besoin d'écrire ce livre. C'est pas non, je l'avais besoin de l'écrire pour moi-même. Et alors là, vous allez me dire, bon, ben, il vous a servi à rien, puisque le week-end dernier, vous étiez angoissé. Mais c'est qu'il n'y a pas de remède miracle et une bonne fois pour toutes. J'y crois pas. C'est-à-dire que, bon, quand je suis arrivée à la fin du livre, certains donc l'ont lu, d'autres le liront, je crois vraiment que j'ai trouvé quelque chose où je me suis dit, tiens, ça va te faire ça va marcher. Et c'est vrai. Mais il faut que je me le rappelle sans cesse, parce que ça serait trop facile, non, si on était guéri une bonne fois pour toutes de cette affaire du temps destructeur. Et donc j'y reviendrai à ce livre. Et je suis vraiment fascinée qu'il ait cette vertu pour certains, et je pense qu'il l'aura pour moi, mais c'est une tâche que je dois à chaque fois, je dois lutter entre mes deux Albert, quoi. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur un de vos chapitres particulièrement bouleversant, intitulé « La dernière leçon ». Okay. Vous évoquez l'histoire d'une amie de votre mère et de vous-même, oui, qui décide d'abréger sa fin de vie. Pourquoi fut-elle une ultime leçon? Je suis en train de réfléchir au prochain livre que je vais écrire, et du coup j'ai très peur, parce que je vous dis pourquoi, parce que quand j'ai décidé d'écrire sur la perte, je suis pas du tout je crois pas du tout aussi un truc comme ça, hein. Mais alors, si je peux vous dire ça comme ça, l'univers m'a servi pour être au plus près de mon livre. Et j'ai enchaîné les expériences de perte. C'est vrai que la rédaction de ce livre a été faite vraiment dans une période où j'étais au plus près du sujet. Donc là, je me dis, il faut que je prenne un truc très drôle. Hein, peut-être le prochain thème, gagner à Euromillions. Et donc, ce chapitre, il était nécessaire. Il était... ça paraît... Je suis sans filtre, d'accord, il est 18h, je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai un souvenir de cours de littérature où le prof nous avait dit que Montaigne avait bâti les essais autour d'un chapitre central sur l'amitié, où il y a la figure de la Boétie qui est là, et que d'une manière, il avait dressé à la Boétie un tombeau éternel. Bon, survivre n'aura pas la gloire des essais, mais c'est ce que j'ai voulu faire, c'est donner à cette femme une place dans ce que je suis capable de produire de mieux dans l'existence, des livres. Et il se trouve qu'au moment même où j'écrivais le livre, cette femme que je connais depuis toujours et que j'admire depuis toujours, c'était une psychanalyste. Du coup, quand j'étais enfant et même après, j'avais toujours peur de parler devant elle, quoi. Je me disais, est-ce que ça va être assez intelligent? Et elle me répondait toujours par des phrases très brèves, on aurait dit des haïkus.
Et j'essayais de cerner la profondeur. Et c'était une amie de ma mère, en plus elle lui ressemblait, elle avait un petit peu les dents du bonheur comme moi, donc je voyais un air de famille. Enfin, je sais pas s'il y a des gens comme ça qui vous ont inspiré. Sa maison, elle l'avait elle-même conçue tout entière, elle avait un style, elle avait une allure, elle avait une voix. C'était entre Deleuze et Duras, un truc de fou, quoi. Non, vraiment. Et il y a quelques années déjà, elle m'avait parlé de Noël Châtelet, de la dernière leçon. Elle m'avait dit tu devrais lire ce livre. Bon, vous doutez bien, vous commencez à me cerner que c'est un livre que je ne peux pas lire, comme le livre de ma mère. Et puis, quelques années ont passé, et elle savait qu'était en ma possession, ça, oui, je le dis dans le livre, j'ai hérité à la mort de ma grand-mère d'un livre interdit, je ne sais pas s'il circule à nouveau, qui s'appelle Suicide mode d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez l'existence de ce livre, qui a été publié par des médecins. Si j'ai bien compris, leur idée, c'était de permettre à ceux qui auraient pris cette décision de le faire de la manière la moins douloureuse possible, et de leur dire, voilà ce qui vous attend si vous prenez ça, voilà ce qui vous attend. Et le livre a été interdit, très peu de temps après sa publication, et il se trouve qu'il est dans ma bibliothèque. Bon, je ne peux pas le lire, je l'ai feuilleté lui aussi. Vous voyez que mon rapport à la mort est très particulier. Et à chaque fois que j'ai lu des pages, je me suis dit, oulala, non, ça marche pas. Mais n'empêche que, il y a quelques années, elle m'avait dit, j'aimerais bien le voir, parce que si un jour, elle était déjà malade, elle m'avait dit, si un jour j'en arrive là, je voudrais, dilemme atroce, est-ce que je dois le donner, est-ce que je ne dois pas le donner. Bon, je l'ai donné, pas le livre, la photocopie, hein, ça peut toujours servir. Je l'ai gardé aussi pour moi. Et elle n'en a pas fait usage pour mon plus grand bonheur à ce moment-là. Mais les années ont passé et la maladie s'est aggravée. Et au mois de fin mai, ma mère m'a dit, eh bien voilà, elle vient d'entamer des démarches pour aller en Suisse. Alors j'ai appelé un ami médecin et il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça prend un peu de temps. Mais en fait, pas du tout. Hein. La date a été fixée, je sais pas, une quinzaine de jours après, quoi. Et j'ai pas pu la revoir. Mais je lui ai écrit et je me suis autorisée à mettre les lettres que je lui ai écrites et le message qu'elle m'a répondu. En fait, j'ai enclos cet instant dans le livre, un peu pour le suspendre, un peu pour le préserver du passage et du côté destructeur du temps. Et quand j'en ai parlé autour de moi, et même à mes élèves, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte à ses élèves cette folle? Mais c'est qu'il y a un cours sur la morale et chaque année, on évoque ces questions, etc. Enfin, ça va, ouais. Ah oui, oui. Et je leur ai dit, vous vous rappelez la personne qui m'avait demandé le livre, Suicide mode d'emploi, donc ils voyaient très bien. J'ai dit, ben voilà. Enfin, bon, et je les ai vus se déchirer entre eux. Certains dire, ah, mais quelle attitude lâche, on n'a pas le droit de faire ça. Et d'autres dire, mais non, c'est son choix, c'est sa décision, c'est son ultime liberté. Et en voyant mes élèves, c'est ce que j'entendais aussi autour de moi. Certains avaient des avis très partagés. Moi, je n'étais pas en première position de la douleur face à ce départ. Mais à la place qui était la mienne, je voyais la douleur tout de même que ça causait. Mais ce qui m'a envahi plus que tout, ça a été l'admiration absolue pour cette femme. C'est-à-dire que moi qui redoute tellement la mort, l'idée qu'on puisse marcher calmement vers elle, qu'on puisse cheminer, qu'on puisse prendre sa voiture, qu'on puisse quitter sa maison, qu'on puisse faire des heures de voiture, qu'on puisse arriver... Vous avez vu peut-être le film d'Almodovar, La chambre d'à côté, que j'avais vu à l'automne, et là j'avais l'impression d'y être. Et elle était accompagnée, sans quoi j'y aurais été. Et vraiment j'y aurais été. Et dans la lettre que je lui ai écrite, je lui dis, je la remercie de m'offrir à moi qui redoute tant la mort, cette preuve qu'on peut appréhender la mort, c'est-à-dire la considérer et même marcher devant elle, sans l'appréhender, de la redouter complètement. Elle a marché vers ça, et elle nous a littéralement donné une dernière leçon, et je pense pas que, c'est l'analyse que j'en fais dans le livre, je la mets en relation avec Nietzsche, qui dénonce ce qu'il appelle des prédicateurs de mort, et justement, je pense que les gens qui se raidissent devant ce choix qu'elle a fait, peut-être, je ne sais pas du tout quelle est votre opinion, je ne sais pas si on aura ce débat, mais je me dis qu'il y a quelque chose de ce que Nietzsche appelle les prédicateurs de mort, c'est-à-dire que la mort comme tabou, la mort comme... Alors que moi, je trouve que cette capacité qu'elle a eue montre à quel point elle aimait la vie, et elle aimait la vie telle qu'elle était, et en ayant accepté la règle du jeu, et évidemment que elle aurait préféré sûrement que ça dure, mais enfin dans l'état qui était le sien,
Et vraiment, c'était inédit dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose d'analogue. Et c'était vraiment une leçon, vraiment. J'espère la garder. Je lui ai dit dans le mail, si je vois venir ma mort, c'est pas dit, hein, peut-être que... Mais si un jour je la vois venir, c'est sûr que son exemple sera quelque chose sur lequel je m'appuierai pour avoir du courage. Il a marqué, c'était déterminant en fait. Et jusqu'au bout, ça aura été quelqu'un que j'aurais admiré, vraiment. Et je sais que les avis sont partagés sur la question. Je sais que je ne suis pas en pole position de la souffrance, comme je le disais, hein, que peut-être. Mais, enfin, je veux dire, j'étais pas sa fille, ou sa compagne, ou... Est-ce que je veux dire Non, bien sûr. Mais tout de même. Mais je me suis dit, j'ai vu souffrir ma mère, terriblement, terriblement. Mais je lui ai dit, mais quel est le rôle en tant qu'amie, quoi, en tant qu'amie. Dans un précédent livre, c'est la Saint-Valentin demain, on va essayer de s'égayer. Dans un précédent livre consacré à l'amour, qui s'appelait À la folie passionnément, Descartes distingue 2 types d'amour, l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, il est tourné vers soi, et l'amour de bienveillance, il est tourné vers l'autre. C'est un peu Cyrano, quoi, de Bergerac, qui va tout faire pour que Roxane soit la plus heureuse possible, même au sacrifice de son propre bonheur. Et j'ai eu l'impression que face à ce choix, le véritable amour qu'on pouvait avoir pour cette dame, c'était de l'accompagner et pas de penser à la douleur que ça pouvait nous susciter, quoi. Oui. Et dans la continuité de l'ultime leçon, en fait, vous évoquez votre rencontre aussi avec la philosophe Chantal Jacquet. Ah oui, alors ça. Pour un sujet de thèse. Oui. Et elle vous propose la mort chez Spinoza. Oui. Alors ça... Et vous écartez le sujet. Oui, alors là, on revient en arrière. Et ce livre est-il une réponse en alors, fait, qu'est-ce qui a changé, quoi? Alors, on revient en arrière. J'ai fait mon Master 2, quoi, le DEA de philo. Et c'est l'heure de faire une thèse, normalement. Donc je me tourne vers la prof qui m'a paru la plus enthousiasmante que j'avais eu la chance d'avoir à la Sorbonne, et elle s'appelle Chantal Jacquet, je ne sais pas si vous la connaissez. Depuis, j'ai découvert, elle a publié un livre sur les transclasses que je vous recommande, et j'ai découvert son parcours que j'ignorais complètement, que je l'admire encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque je l'admirais. Elle est spécialiste de Spinoza. Et bref, je vais la voir. Et elle me reçoit dans son bureau à la Sorbonne, et je vois que c'était sombre, c'était tout, je vois l'image encore. Et elle me fait parler, comme une espèce de séance de psychanalyse, quoi. Elle me dit, allez-y, parlez-moi. Donc je parle, je me rappelle plus de ce que j'ai raconté, par contre. Ça, aucune idée. Mais je sais que quand elle me retournait mes paroles, j'avais l'impression, bon, je vais illustrer le côté pop philo pour soulager l'ambiance après le récit précédent, j'avais l'impression d'être face à Maître Yoda, c'est-à-dire que tout ce que je disais était... et c'est quelque chose qu'on voit chez Spinoza, l'idée qu'on peut convertir des passions tristes en passions joyeuses, c'est-à-dire que tout ce que je disais de négatif ressortait en positif. Je me dis, quelle puissance de la philosophie. Et au terme de ce récit, elle me dit, comme un diagnostic, quoi, j'ai compris votre truc, la mort chez Spinoza. Je me dis, ah ouais, ok. Quand elle m'a dit la mort, j'ai compris qu'elle avait mis le doigt, hein, c'était très clair. J'ai pas assez entendu le chez Spinoza, et je suis retournée à Aix où j'habitais, et j'ai acheté un livre de Yankelevitch. Pourquoi? Quelle idée? Elle m'a dit Spinoza, j'achète Yankelevitch. J'ouvre le Yankelevitch, et là, inévitablement, crise d'angoisse. Enfin, j'ai quand même travaillé 3 semaines, mais au bout des 3 semaines, je me suis dit, c'est pas possible, jamais je vais pouvoir travailler 3 ans sur la mort en interne à la fin, c'est pas possible. Et donc, je lui ai écrit gentiment, lui disant que je vais pas y arriver, quoi. Donc, j'ai arrêté mon affaire, quoi. Et entre-temps, au moment où elle m'avait fait quitter son bureau, elle m'avait donné un article qu'elle avait peut-être pas encore publié sur Spinoza et la question de la mort. Je l'ai gardé quand même. Je l'ai gardé. Et 20 ans plus tard, mes éditrices me disent, alors, sur quoi va porter ton prochain livre? Et c'était un jour où j'ai aperçu mon premier cheveu blanc. Et je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de retrouver ce fil de la perte Et donc, je leur ai dit, je vais faire un livre sur la perte. Et en fait, j'ai compris, après coup, que j'avais enfin décidé de m'occuper de ce sujet. Et alors, il s'est passé un truc vraiment fou, quoi. C'est qu'en écrivant Survivre, je me suis à nouveau tournée vers Spinoza, inévitablement, et j'ai compris
qu'elle m'avait donnée quand j'avais 25 ans, la clé que j'ai pas su voir. Parce qu'en fait, la mort chez Spinoza, ça n'a rien de lugubre. Ça n'a rien de sinistre. Non seulement elle avait fait le diagnostic, mais elle m'avait donné le médicament, le bon. Et j'ai pas su le prendre. Parce qu'en fait, Spinoza, il nous dit l'inverse de ce que je pensais. Moi, je pensais que j'allais passer 3 ans à parler de la mort, alors qu'en fait, Spinoza nous dit la philosophie, c'est pas du tout une méditation de la mort, c'est une méditation de la vie. Je suis passée à côté, c'est dommage quand même. Et bon, 20 ans après, je rends ma copie. Voilà, elle est là. Et j'ai reçu ma leçon de Spinoza. J'ai eu ma dernière leçon de Noël Châtelet, mais j'ai aussi reçu ma leçon de Spinoza. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai relu évidemment Spinoza, l'article qu'elle m'avait donné, et j'ai trouvé, dans des entretiens que Chantal Jacquet a fait, que cette phrase que j'ai citée de Spinoza, la philosophie n'est pas une méditation de la mort, mais une méditation de la vie, était sa phrase préférée, que cette phrase avait répondu à la problématique qu'elle s'était posée, à savoir comment. Et je me suis dit, wow. Bon, c'est triste de ne pas l'avoir vue à l'époque, mais c'est une belle histoire finalement. C'est une belle histoire. Et j'espère un jour. Je lui ai écrit, si vous voulez tout savoir, mais c'est avant Survivre, mais je lui ai écrit une lettre. La dernière fois que j'ai été inspectée, ça faisait 20 ans, 20 ans, pas de nouvelles, rien du tout, après ma défection honteuse au sujet qu'elle m'avait donné, mais à l'âge jeune, qui est le mien, tout de même, j'ai vécu ma dernière inspection l'an dernier. Et je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir, non, c'est bon, il n'y a plus de... Et donc j'ai fait un cours sur Chantal Jacquet. Et la question des transclasses. C'est pas très académique, elle n'est pas au programme officiellement, vous voyez ce que je veux dire, mais ça colle bien à un des chapitres qu'il y a dans la spécialité HLP. Et la veille de l'inspection, j'ai envoyé un mail à Chantal Jacquet pour lui dire, bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 20 ans, et demain je fais mon dernier cours d'inspection et sur vous. Voilà. Parce que, et tout à l'heure on parlait il y a des instants qu'on conserve, mais il y a aussi des relations. Vous voyez, cette femme, comment c'est fou, elle compte autant pour moi, alors que je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Mais voilà. C'était rappelé. Absolument. Et elle m'a écrit un mail bouleversant que je pourrais retrouver, mais où elle me dit, avec la modestie, que quand je parle avec elle avec tant d'éloges, probablement, c'est un peu illusoire, ça l'est pas. Mais qu'elle est... il faut que je trouve cette phrase, je vais pas y arriver, elle est tellement belle. Pendant que vous me parlez, je cherche la phrase et j'y reviens. Non, mais c'est dommage de gâcher un truc qui soit si beau. Ouais. Et, pour parler en tout cas toujours de Spinoza, et qu'on va Oui. rester là, justement, vous terminez votre essai toujours avec Spinoza. Et qu'apporte-t-il de plus selon vous par rapport aux autres philosophes? Alors, dur de faire deux choses. Qu'est-ce qu'il apporte? En fait, il n'y a pas que lui. Ils sont 3 philosophes dans la dernière partie de mon livre. En fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a une première partie du livre. Quand ma mère l'a lu, elle m'a dit « Je ne suis pas sûre que les gens vont passer les premiers chapitres. Tu crois qu'ils vont le lire, le livre ?» Et j'avoue, mais bon, il fallait bien dire ce qu'il y avait à dire. Après avoir fait l'état des lieux de la tragique condition humaine, je me suis tournée vers les philosophies qui sont supposées nous aider à vivre. Donc les épicuriens, les stoïciens, Platon. Je ne sais pas si vous savez qu'on raconte qu'un philosophe qui s'appelle Caton serait mort en tenant le Phédon de Platon dans une main et dans l'autre le glaive. En lisant Platon, il apprendrait à mourir et avec le glaive, il passerait à l'acte. Voilà. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, tiens, il faut lire le Phédon, ça apprend à mourir. Bon, je l'avais déjà lu, mais il faut y revenir. Donc j'ai repris au sérieux Platon, les épicuriens, les stoïciens, et ça n'a pas du tout marché. Voilà, donc ma deuxième partie du livre, c'est échec des consolations philosophiques. Troisième partie, ça commence à venir. Les nuages commencent enfin à se... Voilà. Et enfin, la quatrième partie qui s'appelle le 5e évangile, très modestement. Mais cette modestie n'est pas de moi, c'est de Nietzsche, qui annonce que son livre est le 5e évangile. C'est pas mal. Et pourquoi? Parce qu'il va nous délivrer. Et je suis assez d'accord. Nietzsche, la triade, Nietzsche, Montaigne, Spinoza, je crois que ça marche. Ça marche, et les 3, alors peut-être qu'on va se concentrer sur Montaigne si vous me permettez, parce que Montaigne, il fait
ce chemin. C'est-à-dire qu'il démarre, je ne sais pas si vous le savez, en disant le but de notre carrière, c'est la mort, il faut penser à la mort tout le temps. Si on pense à la mort, on va l'apprivoiser, comme ça on aura moins peur quand elle va frapper. Lisons le Phédon, pensons à la mort, ayons-la sous les yeux tout le temps. Bon, voilà, ce qui n'avait pas du tout marché sur moi, quoi. Et en fait, ça ne marche pas sur lui non plus. C'est-à-dire qu'il nous dit de le faire. Et il y a une autrice qui commente Montaigne, et j'ai beaucoup aimé son expression. Elle dit, mais s'il a été comme ça, c'est parce qu'il a fait une indigestion de philosophie antique quand il était jeune. Et je crois que c'est le même problème. Et donc, c'est assez intéressant de voir que la philo, elle prétend soigner un mal qu'elle engendre un peu quand même, en nous disant, pense à la mort, et je vais te soigner. Bon, bref. Et Montaigne, il lui arrive plusieurs événements. D'abord, il assiste à la peste à Bordeaux, et il se rend compte que ces paysans, qui n'ont pas eu le Phédon, se marche vers la mort avec une sagesse il raconte des scènes auxquelles il assiste, où les paysans creusent eux-mêmes leur propre tombe et se couchent dedans. Et il se dit quand même, la mort nous enseigne bien quand il faut, ce qu'il faut savoir, pourquoi l'anticiper. Lui-même fait une chute de cheval, je ne sais pas si vous le savez, on le tient pour mort pendant quelques heures, et il se dit, tiens, en fait, finalement, c'est pas si... Et en fait, il change et il se dit, mais erreur, on reprend tout à zéro, et il va du côté de Spinoza, c'est-à-dire, il ne pouvait pas aller du côté de Spinoza chronologiquement, mais de la thèse, qu'il faut engager tous nos efforts, et ça c'est un truc que je m'efforce à faire, vraiment, maintenant, depuis, c'est qu'à chaque fois que je commence à broyer du noir, voilà, j'essaie de réinvestir mon énergie dans ce qui donne du plaisir, penser à la vie, penser à habiter la vie, penser à habiter l'instant, penser à habiter son corps, penser à habiter son plaisir, penser à habiter son désir. Moi qui y pense tout le temps, arrêtons d'y penser. Ça frappera bien assez tôt, et on avisera. Alors que moi, j'ai pas arrêté de vouloir aviser. Je le raconte, ouais. Que à chaque fois que je partais de chez ma grand-mère, qui est un personnage qui a compté énormément dans ma vie, et vous voyez, là aussi, vous allez trouver ça peut-être, je sais pas, naïf. Elle est morte maintenant il y a 10 ans. Et j'ai l'impression que l'histoire continue, parce qu'elle est là dans chacun de mes livres. Et si vous avez vu la grande librairie où j'ai présenté ce livre, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais alors, ce qui m'est arrivé, c'est pas fou, non? C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que j'ai été invitée à la grande librairie, je pars complètement, là je suis hors sujet, mais bon, c'est pas grave. J'ai été invitée à la grande librairie la première fois en 2016. Et ma grand-mère venait me nourrir. C'était encore Bunel, et c'était ce plateau magnifique que j'adorais avec les tranches de livres. Et en plus, derrière, il y avait une tranche professeur de désir. et bon, j'arrive sur le plateau, ébahi. J'avais l'impression d'être rentrée dans l'écran, non? Et je me disais, moi, mais elle n'est pas là, elle l'aura pas vu, parce qu'elle adorait la grande librairie. Si j'appelais c'était le jeudi, je crois, avant. Si j'appelais le jeudi, je me faisais bien recevoir, quoi. J'avais oublié qu'il y avait la grande librairie. Je me disais, mais si elle avait su, mais quelle blague! Enfin, qu'est-ce que je fais là? Elle l'aura pas vu, quoi. Et quand j'ai quitté le plateau, je me suis dit, c'est dommage que tu n'aies pas trouvé l'occasion de parler d'elle pour lui rendre hommage, quoi. Et après, à chaque fois que j'y suis allée, je me suis dit, je parle pas. La dernière fois, quand j'ai présenté Écrire sa vie, je sais pas si vous étiez au rendez-vous aussi, bon, j'adore la grande librairie. Je vous aussi. Non. Et on m'a posé la question dans une conférence que j'ai faite à Cannes, à l'automne, on m'a dit, pourquoi vous écrivez? Pourquoi écrire? C'est pas facile. Et alors j'ai répondu, et je pense vraiment sans mentir que c'est vrai. Au départ, j'ai dit j'écrivais des livres pour faire des dédicaces. Et après j'ai dit, et après j'écris pour aller à la grande librairie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Bon, jugez-moi si vous voulez, mais c'est pour aller à la grande librairie. Et la dernière fois quand j'ai fait écrire sa vie, le générique, quand on est sur le plateau, et il projette la photo. Je ne sais pas si vous avez vu Écrire sa vie, mais ça démarre par la photo de classe de mon père enfant. Et donc, me revoilà sur le plateau, et cette fois, il y a la photo de mon père. Et là aussi, je me dis, ma grand-mère l'a pas vu, quoi. Que j'ai mis son fils à la grande librairie. Et là, cette fois, j'y vais, et ils me mettent Schubert. Je me dis, cette fois, je vais pas rater l'occasion. Ému, pas ému, je le dis. Dans le thème, pas dans le thème. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est beau. Non, c'est beau quand même que... C'est un roman. Et bref, tout ça pour dire quoi? Elle est morte il y a 10 ans, et j'ai vécu un très grand moment de mon histoire avec elle il y a 15 jours, en écoutant Schubert. Et vous voulez la suite de l'histoire? Oui.
vous la voulez pas, c'est pas grave, vous l'avez. La grande librairie a lieu, Schubert, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que du coup ils comprennent pas trop, là, ça part. Surprise, il m'avait prévenu, il m'avait dit il y aura une surprise, mais je savais pas laquelle. Et ils mettent Schubert. Schubert, compositeur préféré de ma grand-mère. Ils mettent l'impromptu numéro 3, mon préféré. Ok, donc là je pense à Vincent Lindon, vous l'aviez vu, Vincent Lindon recevoir ce prix. Mais moi j'ai pleuré quand j'ai vu ça, non, c'était trop beau, cet homme qui arrive et qui dit à l'âge qui était le sien, ben, je pense à mon père qui est plus là, je pense à ma mère qui est pas là, et dire que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient et ils sont plus là. Et là j'étais à la grande librairie, je me disais, ah ouais, à chaque fois que je suis venue c'était pour qu'elle me voie et elle m'aura jamais vue, mais heureusement mes parents me voient encore. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et donc ça se passe, et donc je me dis, ben enfin je peux parler de ma grand-mère. Je sens qu'il faut que je fasse vite. Et l'émission a lieu, très bien, je rentre chez moi, très contente. Et là, quelques jours après, mon téléphone sonne et je vois écrit le nom d'une dame qui était une amie de ma grand-mère. Et dessous, il y a le nom de ma grand-mère parce que quand je l'avais rentré dans le répertoire, j'avais mis son prénom et le nom de ma grand-mère pour être sûre de me rappeler que c'était bien une amie. Donc je vois le nom de ma grand-mère, quoi. Et moi, je pensais qu'elle était morte. Et je décroche, j'avais peur, je me suis dit, oh là là, parce que mon livre démarre par le téléphone quand il nous annonce des mauvaises nouvelles. Hein. Je me suis dit, peut-être qu'elle n'était pas morte et c'est son fils qui appelle pour dire, elle est morte. Et en fait, je décroche, et non, c'est sa voix. Et elle me dit, mais une voix qui venait d'un autre temps, qui venait d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils avaient une voix, les gens d'avant. Et elle avait des intonations que j'avais plus entendues depuis la mort de ma grand-mère. Et elle me dit, j'ai 98 ans, je n'entends rien, je n'entendrai rien de ce que vous répondrez. Bon, ça ne servait à rien que je parlais, hein, je criais même, hein, mais entendez. Et elle m'a dit, d'habitude, je dors tous les soirs à 8 heures. Mais mercredi dernier, j'ai allumé la télé, et il y avait la grande librairie. J'entendais rien, mais il y avait des sous-titres. Je ne savais pas que c'était sous-titré. Et elle a dit, j'ai vu qu'il mettait Schubert. Alors j'ai pensé à votre grand-mère. Et après, je vous ai vu. Et elle m'a dit, et j'ai pensé à elle qui aurait tellement été heureuse d'avoir Schubert et de vous voir parler de Schubert. Oh là là, j'ai pleuré, mais tellement. Et bon, elle m'a pas entendu pleurer, ni lui dire merci, ni rien. Mais j'ai reçu cet appel. C'est romanesque aussi, non? Ouais. Voilà. Pourquoi on écrit. Voilà. Augustin Trapenard, si vous entendez, il est hyper content de voir qu'on n'arrête pas de parler de lui ce soir. C'est sûr. La grande librairie. Bah oui. Bah oui, quelle émission merveilleuse, quoi. Et bon, pour revenir aussi, votre essai est une enquête donc, philosophique, hein, et vous appuyez sur de nombreux philosophes. Et vous montrez du coup que cette question de la perte se retrouve dans notre quotidien. Quand même. Il fallait que je parle aussi de ça dans les chansons que nous écoutons. Oui, bien sûr. Vous évoquez Barbara, Véronique Sanson, Céline Dion, le groupe Queen. Et dans les séries et les films que nous regardons, et ça je laisserai aux lecteurs et lectrices les découvrir dans ce livre. Et à leur façon, ne nous aide-t-il pas à survivre? Les chansons? Voilà. Oui. Oui. Alors, vous avez évoqué le côté pop, philo. Voilà. C'est parce que j'ai démarré en faisant des essais que vous avez évoqués sur Harry Potter, sur Game of Thrones, sur des chansons de variété. Parce que quand j'étais toujours à la Sorbonne, donc je suis marseillaise, je ne sais pas si vous le savez, et bon, je suis montée à Paris, comme on dit, et je me rappelle, une fois, je voulais aller au concert des Enfoirés, j'étais tellement heureuse parce que j'avais eu 2 places, et quand j'avais dit ça à mes camarades, ils m'ont dit « les quoi ?» Je me suis dit « ah waouh !» Et je souffrais d'un mépris, en fait, de mépris de la culture populaire, et donc je pense que c'est prévu. Je suis fatiguée. J'essaie de venger ma race. Et en montrant que cette culture qu'on peut tenir pour inconsistante, ben pardon, mais elle aide à vivre. Et combien de chansons nous ont accompagnés, de films, nous ont aidés à traverser des moments difficiles. Alors Barbara, évidemment, enfin chez moi c'est voilà, mais Céline Dion. Céline Dion. Merci Céline. Et donc oui, l'avoine, hein, évidemment, vivre ou survivre. Bon, je pense qu'on l'a, je sais pas vous, mais quand on a une rupture amoureuse, c'est un refuge. Quand tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu.
Ben, bravo, quoi, Daniel Balavoine. Donc oui, je suis persuadée, je suis convaincue des vertus de la culture populaire et qui réussit parfois mieux que la grande culture parce qu'il n'y a pas l'abstraction, parce qu'il n'y a pas mais à dire des vérités essentielles qui touchent droit au cœur et qui nous aident. Ouais, je vois que vous êtes d'accord avec moi, je suis bien contente. J'ai trouvé le mail. Je lis. Allez. Je lis pas tout pour respecter le caractère privé de l'échange, mais la phrase, j'ai pas l'autorisation, c'est pour ça, mais regardez comme c'est beau ce qu'elle dit. Je suis heureuse d'avoir de vos nouvelles, d'apprendre que vous êtes enseignante à Marseille et qu'à votre tour, vous transmettez à vos élèves ce désir de philosopher qui nous anime et qui donne sens au chaos de nos vies. C'est pour revenir à qui donne sens au chaos de nos vies. Voilà. Ce matin, j'étais en cours. J'ai parlé de plein de philosophes. Ils partiront, les élèves. Et ils mourront. Et moi avec. Mais dans ce moment qu'on a partagé, où on a résisté à l'absurde, on a cheminé le long du vertige face au trou. Et c'était un grand moment de survie. Et j'essaie d'habiter chaque moment de cours, de partage, d'enthousiasme. Voilà, je trouve que, en tout cas pour moi, la transmission de ma passion pour la littérature et la philosophie, ça donne du sens au chaos de ma vie. Mais c'est une tâche quotidienne. C'est-à-dire que le soir, à nouveau, tel Sisyphe, quand je rentre chez moi, je sais que le rocher dévale. Et la descente ne se fait pas toujours dans la joie. Voilà. Mais voilà. Je voulais aussi évoquer, parce que vous l'évoquez dans votre livre, quand même une autre personnalité qui est Delphine Orvillard. Oui. Et qui rappelle que la vie et la mort se tiennent la main et dansent, sans même que nous en ayons conscience. Oui. Expliquez-nous un peu cette danse si singulière. Alors c'est elle qui l'explique, c'est elle qui me l'a appris. Elle a fait des études de médecine, j'ai appris en lisant ses ouvrages, je ne sais pas si vous les avez lus. Et elle m'a, dans un de ses ouvrages, je ne me rappelle plus lequel, Vivre avec nos morts peut-être, elle dit, il faudrait que je retrouve le chapitre pour être sûre de ne pas déformer son propos, mais qu'il faut que les cellules, il y en a qui savent mieux que moi, qui peuvent l'expliquer, que en fait la mort cellulaire est nécessaire pour que l'organisme soit sain et que le refus, en fait si la cellule ne meurt pas, c'est là qu'il se passe un problème. Je le dis bien ou pas ? Oui. Il y a des scientifiques dans la classe ? Ok. Bon, et bref, en gros, la mort doit faire partie, elle fait partie du truc. Et je le dis très très mal. C'est pour ça qu'il faut aller la lire. En tout cas, je sais pas vous, mais Vivre avec nos morts m'avait beaucoup bouleversée. Je sais pas si vous l'avez lu. Et ouais, effectivement, je reviens à elle. Ouais, il faut toujours revenir, parce qu'on oublie la preuve. Voilà, C'est vrai. On oublie, il faut sans cesse se replonger dans des lectures qu'on finit par oublier, effectivement. Mais dont il reste des choses. Il y avait une autrice que j'adorais qui s'appelait Jacqueline de Romilly. Je sais pas, oui, voilà, qui avait publié un livre qui s'appelait Le Trésor des savoirs oubliés, que j'avais lu, j'étais au collège. Et je pense que ça vient de là aussi, ma passion de la grande librairie. À l'époque, c'était pas la grande librairie, c'était peut-être Bouillon de Culture, je crois. Apostrophe, je sais pas. Mais je me rappelle que j'avais enregistré sur une vidéocassette une émission avec Jacqueline de Romilly, il y avait Fabrice Lucchini. Mais cette émission, je me l'étais passée en boucle. Et c'est pour ça aussi que j'ai une vénération telle pour cette émission. C'est la même, d'accord. Voilà. Et Jacqueline de Romilly, elle avait dit ça, et je suis assez d'accord avec elle que dans les trésors des savoirs oubliés, que voilà, vous voyez, j'ai lu Delphine Orvillard, je ne suis pas capable de vous expliquer, pourtant je le parle dans mon livre, mais ce soir, mais tout de même, quelque chose est là, sédimenté en moi, comme mes lectures de l'Antiquité grecque, voilà, avec Jacqueline Romilly, quoi. C'est pour ça que je parle de l'Antiquité. Et vous soulignez aussi que la perte n'est pas simplement celle des êtres, mais aussi des objets perdus, et ça m'a beaucoup amusé, qui nous animent ainsi que les lieux de notre enfance. Complètement. Donc, pourtant, les lieux comme les êtres sont pris dans le flux du devenir et changent sans cesse, dites-vous. C'est pour ça que je reviens toujours à Montaigne, parce qu'il le dit, tout est dans un branle perpétuel sur Terre, il faut accepter ça. Et moi, je suis
j'essaie toujours d'enclore les instants, de préserver. Il y a des gens qui ont ça comme moi, cette maladie du temps, non? Ok, bon. Si, moi je l'ai, moi aussi. Oui. Et donc, je reviens à Montaigne, à Spinoza, à Nietzsche, j'essaie. Hein. Et effectivement, il y a un chapitre où j'évoque quelque chose qui... Alors, moi, je rêve à peu près une fois par mois, je sais pas vous, mais de maisons que je n'ai plus vues depuis des décennies, qui était la maison de mes grands-parents à Perpignan et la maison de ma grand-mère à La Ciotat. Mais vraiment, je rêve. J'y suis retournée, hein. J'y retourne. J'ai perdu des objets aussi. Un deuil impossible. Oh là là. J'ai perdu une montre que m'avaient offert mes grands-parents maternels. Une Casio. Bah, ça vaut 50 €, quoi. C'est une somme, mais c'est pas une montre de prestige. Et je l'avais mise enfant, je l'avais adorée. Et puis je l'avais rangée au placard, devenue adulte. Et puis un jour, j'avais entendu Jacques Séguéla dire qu'il fallait avoir une Rolex pour avoir réussi sa vie. Donc par réaction, j'ai ressorti ma Casio. Et je l'ai remise. Et je vous jure, mais vraiment, quand je la voyais, c'était un écran particulier. Il y avait un ballon de foot parce qu'il savait que j'adorais le foot. Et en fait, il y avait un chrono qui permettait de faire la mi-temps, quoi. Et je la mettais, mais je la regardais. Oh, ça faisait un effet apaisant. Et je l'ai perdu lors d'un voyage. Je l'ai enlevé, je l'ai perdu. La tragédie, quoi. Je m'en remets pas. J'ai failli vous en trouver une, mais j'ai pas eu le temps. C'est abordable. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'en écrivant ce livre, je me suis dit, j'espère qu'un jour, lors d'un plateau, ils auront lu le bouquin et ils m'attendront avec la montre ou la Game Boy, parce que je vois aussi la Game Boy. Et je me dis, peut-être un jour. Mais pour être parfaitement honnête, on s'est filmé. Alors, j'attends quand même un jour, mais je me suis racheté la Casio. Et je me suis racheté des Game Boy. Et ça marche pas bien. C'est pas elle. C'est pas elle. Et la maison dont je vous parlais, dont je rêve tout le temps, je sais pas, je me suis toujours dit, mais comme un truc lointain, un jour je la rachèterai, un jour j'habiterai là-bas. Et l'an dernier, elle était à vendre. Mon père me dit, tu sais, la maison, elle est à vendre à La Ciotat. Tu veux l'acheter? Et alors, j'étais allée la voir pas longtemps avant et ils avaient refait la façade, ils avaient dénaturé, c'était plus ça. Et je me suis dit, si je la rachète, il faut que je la remette à l'identique. Mais en fait, c'est perdu. C'est perdu. Et là, j'ai pensé à Aînée. Comme quoi, les trésors des savoirs oubliés, qui quitte Troyes et voilà, en fait, je me suis dit, ne sois pas Ulysse. Vous savez que quand Ulysse revient à Ithaque, Athéna enveloppe Ithaque et il la reconnaît pas. Et si j'avais racheté cette maison, c'était pas elle. Il faut accepter de fonder Rome et de quitter Troyes. Et je me suis dit, bon, bah, tu as fait quelque chose, ce quelque chose. Et c'est peut-être dans ce chapitre-là, je ne me rappelle plus. Et à la fin, je me dis, et si la solution à ma nostalgie, donc là, j'écoutais Césaria Évora, puisqu'on parlait de musique, la Saudade, et je me suis dit, si la solution à ma nostalgie, je la trouvais aussi chez Amélie Nothomb, je ne sais pas si vous avez lu son livre La nostalgie heureuse, qui est pas mal. Et je me suis dit, peut-être ça serait de chaque moment qui vient, donc par exemple là, je l'ai déjà fait depuis qu'on est là, sachez-le, c'est de l'observer par anticipation au passé. C'était le regretter par avance. Et donc en fait, je réoriente ma nostalgie vers le présent et vers l'avenir. Au lieu d'être nostalgique du passé perdu, je l'ai, hein, mais j'essaie d'habiter l'instant en sachant que demain je le pleurerai. Donc là, j'essaie de voir le moment qu'on partage avec en disant, et un jour tu te diras, bah, tu vois, à ce moment-là, j'étais en bonne santé ou suffisamment pour aller à Montpellier parler. Quel bonheur. Et donc, en anticipant la nostalgie que j'aurai de l'instant, je la vis d'autant plus. Ouais, ça va pas bien. Hein. Je comprends ça. Enfin, en définitive, voici bien des chemins empruntés que vous nous offrez pour parvenir à surmonter la perte et vivre intensément sa vie. À ce propos, j'aimerais que nous terminions cette rencontre. Déjà, parce que ça touche à sa fin. Ah ouais, ça n'a pas marché, ma nostalgie. Avec la lecture d'un passage de votre livre, celui de votre choix, et un que j'ai choisi aussi, car il m'a particulièrement touchée. Peut-être est-ce pour cela que j'écris tant.
par peur du jour où je ne le pourrai plus. Peut-être est-ce pour cela que j'aime tant boire, manger et contempler, par crainte du jour où je ne goûterai plus. Peut-être est-ce pour cela que j'enseigne chaque heure de cours avec passion, par anticipation, du jour où je ne parlerai plus. Peut-être est-ce pour cela que je vais aimer à la folie, passionnément, en songeant au jour où il ne sera plus temps. La pensée de la mort me jette avec fureur douloureuse dans une rage de l'expression. Alors, je sais que elle a particulièrement apprécié la fin de mon livre, et on en a parlé ensemble, et on s'est dit est-ce qu'on va spoiler, mais c'est pas non plus un roman policier. Hein. Donc, je vais vous lire le dernier paragraphe. J'ai lu à Cannes, j'avais lu le premier. Si vous voulez, on peut même faire. J'avais lu le premier. Le livre n'était pas sorti, c'était en octobre ou en novembre. Ceux qui ont lu le livre, hein. Il y avait eu après un. Bon, vous savez ceux qui ont lu. Ceux qui n'ont pas lu, vous verrez. Je préfère vous laisser sur une note positive alors, la fin. Et qui vous montrera aussi que vraiment j'écris dans une pensée vivante, quoi. Puisque... Donc cet été, au milieu d'une nuit, tandis qu'une fête battait son plein au loin, je me suis écartée et couchée sur un banc pour regarder dans le ciel une pluie d'étoiles filantes, traverser en un éclat rapide et parfois insaisissable le noir infini de la voûte nocturne. Ces astres éphémères sont la métaphore de notre condition humaine. Étoiles filantes surgissant du néant lointain pour nous y perdre à nouveau. Tâchons d'opposer à l'obscurité qui nous enserre la vigueur incandescente de notre éclat. Éclairons la nuit du sentiment éblouissant de notre fureur de vivre. Survivons. Vive. Du coup, après Survivre, avez-vous d'ores et déjà le sujet de votre prochain livre? Parce que, voyez-vous, Marianne Chaillan, je suis déjà impatiente de le découvrir. C'est vrai? Mais alors, dites-moi, il y a une journaliste dont je parle dans plusieurs livres que j'adore, qui s'appelle Frédéric Bréau, et je trouve que les lecteurs ont parfois l'intuition. Et c'est elle qui m'avait dit, après le livre sur l'amour, elle m'avait dit, vous allez écrire sur la liberté. Hein. Et j'ai écrit Écrire sa vie. Donc peut-être que là, vous allez me souffler un truc. Après avoir écrit celui-là, j'avoue que là, j'ai l'impression d'avoir tout donné, quoi. D'ailleurs, j'avais achevé le livre sur le bonheur sur une phrase où je m'étais dit, j'espère que c'est pas prophétique. Le livre sur le bonheur, la dernière phrase, c'était « Et accepter qu'un jour le livre s'achève ». Je me suis dit, oh là là, peut-être que j'écrirai plus jamais. Et je m'étais dit, ça sera mon dernier livre, sûrement le livre sur le bonheur, mais c'est pas grave, je suis contente, j'ai écrit le livre que je voulais écrire. Bon, puis après, en fait, là aujourd'hui, je me dis que c'est Survivre, le livre que je voulais écrire. Et donc je me dis, il n'y en aura pas d'autre, comment écrire après ça? Mais, pour l'instant, je trouve pas de livre de philo à écrire. Mais j'ai envie d'écrire un livre, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je sais pas trop, hein, mais ça fait très longtemps. Ah, vous allez dire. En fait, ma fameuse grand-mère, on dirait Colombo, non? Ma femme disait toujours. Ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait écrit des textes et on avait eu le projet d'écrire un livre à 4 mains. Et je me dis, et s'il était temps de l'écrire, ce livre à 4 mains? Et si le premier chapitre, c'était pas l'appel de cette femme, non? Qui me dit qu'il est temps d'écrire le livre à 4 mains. Donc peut-être que le prochain, c'est un roman. Un roman à ma manière, un essai-roman, enfin un truc. Parce que ça, c'est déjà pas un essai de philo, vous êtes d'accord? Enfin, il y a une lectrice qui m'avait dit, et j'avais adoré dans un salon, elle m'avait dit vos livres, ça se lit comme des romans. C'est vrai, vous trouvez pas? Enfin, il y a vraiment, il y a un début, il y a une intrigue et il y a une fin, quoi. Ouais. J'aime bien ce genre que j'ai. Annie Ernaux, que j'apprécie énormément, parle d'auto-sociobiographie pour parler de sa démarche. Et moi, je trouve que j'écris des auto-philo-biographies. Parce que je parle pas mal de moi et la philo, je la tisse avec ma propre existence. Donc ça sera, je sais pas, mais c'est en gestation. Pour reprendre la métaphore d'Amélie Nothomb, qui elle a la chance de tomber enceinte à chaque fois, je suis pas encore enceinte, mais j'espère l'être bientôt. Ça vient. Merci. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait rire.
Parce que contrairement donc à ce dont avaient peur mes parents avec ce livre, ça va être lourd, hein, vraiment. Vous voyez que en fait, j'ai beaucoup aimé que Augustin Trapenard mette l'émission sur la vie. Pour rappeler, vivre intensément, alors qu'on était plusieurs à parler des fêlures, des blessures, de la perte. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, à part vivre? Et vous voyez, vous et moi, aujourd'hui, on aurait pu être chez nous, sous un plaid, devant Netflix. On est venu, on a bravé la pluie. Et finalement, on a partagé un moment qui était un moment qui était quand même plus de vie, non? Plus de survie que si on était resté sous notre plaid, quoi. Écoutez, merci Marianne Merci à Chaillan vous. pour votre livre profondément bouleversant de vie. Merci. Et il faut d'ailleurs